Alors, Raphaël Yogier, professeur des universités en sociologie et en philosophie à Sciences Po Aix-en-Provence et chercheur au Sophiapol à Paris 10 Nanterre. Ça s'est traduit par effectivement le fait d'auditionner des élus qui peuvent être des parlementaires, soit sénateurs, soit députés, soit même parlementaires européens, ou des élus plus locaux, des élus de communes plus ou moins grandes, ça peut être des petites communes, et de les laisser parler de leur expérience en termes de solidarité de société, de leur expérience aussi dans le cadre des innovations qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent avoir mis eux-mêmes en place et qui peuvent servir à la réflexion de façon très concrète, et d'essayer d'avoir une perspective globale sur ces expériences particulières. Donc de lier le concret, vraiment dans ce qu'il y a de plus concret, avec la remontée du terrain, avec des objectifs qui sont des objectifs plus généraux, plus théoriques, de solidarité. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'individus, c'est ce qu'on appelle prosaïquement la société civile, en particulier représentée par des chercheurs, des universitaires, des gens d'expérience sur le sujet, et l'idée, c'était de faire partager avec l'expérience des élus, ou des militants même, partager l'expérience des élus. C'est deux types de personnes. Et enfin, troisièmement, c'est effectivement le sondage, l'étude de remonter des militants, mais qui nous a permis, non pas dès le début, parce qu'on ne l'a pas eu dès le début, mais qui nous a permis par la suite progressivement de réajuster, de poser peut-être des meilleures questions et d'arriver à faire ce qu'on appelait jadis des synthèses dans les partis politiques. Toute société fonctionne avec la solidarité, c'est-à-dire qu'il faut constituer un organisme solidaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait de l'interdépendance. Le synonyme, ça serait interdépendance. Les points saillants, c'était cette question de l'humanisme. C'est-à-dire, la question de l'humanisme, c'est pas une question abstraite, c'est comment continuer à être humain dans un monde littéralement submergé par la technoscience, par une technologie qui, sous certains aspects, peut sembler nous mécaniser, nous réduire. Puis il y a une autre question, c'est la question de la responsabilité, qui est une question centrale. La question de la responsabilité qui peut se traduire comme une responsabilité entre les générations, la responsabilité des plus vieux vis-à-vis des plus jeunes, mais des plus jeunes vis-à-vis des plus vieux. La responsabilité à l'intérieur même de la famille, la responsabilité des natifs vis-à-vis de ceux qui sont immigrés, qui n'ont pas eu peut-être la citoyenneté française de façon naturelle, comme nous l'avons eu, ou comme la plupart des gens, la majorité des Français l'ont eu, c'est-à-dire tout ça, relève de la responsabilité. Puis la responsabilité, même si on n'en a pas eu le temps d'en parler beaucoup dans l'atelier en lui-même, ça a été quand même évoqué, la responsabilité du point de vue éthique, c'est-à-dire du point de vue de la bioéthique et de l'évolution des technosciences, des pratiques. Les centristes sont conscients de l'existence des différences, et même ils valorisent les différences, mais avec justement cette idée de solidarité entre ces différences, d'empathie. Et finalement, le fin mot de l'histoire, aujourd'hui, qui représente en même temps, en sens inverse, le principal risque de nos sociétés, c'est l'autonomie, parce que le risque essentiel de nos sociétés, c'est la perte d'autonomie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette heure matinale de dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette matinale consacrée aux liens qui nous unissent. Après des tables rondes très passionnantes hier et des forums avec nos parlementaires, on a parlé de reconquête de territoire, d'Europe, de démocratie. On va évoquer ensemble des enjeux sociaux qui sont devant nous, qui attendent nos concitoyens à court, à moyen, à long terme. On a vécu pendant des mois séparés les uns des autres, une séparation forcée. Ça a mis en lumière notre impérieux besoin d'avoir des liens les uns avec les autres. Je vais m'en référer à Emmanuel Mounier, qui est un philosophe personnaliste qu'on aime bien dans cette maison, disait
qui dit « Je n'existe que dans la mesure où j'existe pour autrui ». Il ajoute à la limite « Être, c'est aimer ». Le paradoxe qu'on vit dans nos sociétés individualistes, qu'on a vécu pendant cette crise, de ce besoin des autres, ça souligne le fait qu'on n'est pas seulement des individus, mais aussi des êtres de relation. Et ces liens qui nous unissent et qui nous permettent de faire communauté, on en est aussi convaincu au MODEM, c'est des liens entre les peuples, en particulier entre les peuples européens. Donc, au cours de cette table ronde, on abordera un certain nombre de sujets avec nos invités que je vais présenter juste après. On va aborder les questions de solidarité entre générations, de jeunesse, de vieillesse, de culture. On va également avoir une perspective européenne. Cette perspective européenne qui, vous l'avez constaté, a maillé tous nos échanges depuis hier, et on s'en réjouit. Alors, pour évoquer tous ces enjeux, on a le plaisir d'accueillir 5 invités. Alors, formidable, j'attendais le 5e, il est arrivé, bienvenue Jean-Marie. Donc, on a le plaisir d'accueillir nos 5 invités que je vais présenter rapidement. Jean-Jacques Ayagon, qui est ancien ministre de la Culture, membre du bureau exécutif du Mouvement démocrate. Bienvenue Jean-Jacques et merci de ta présence. Laurence Farang, qui est députée européenne, membre de la commission Culture-Éducation. Bienvenue Laurence et merci de ta présence. Jean-Jacques Gégou, un deuxième Jean-Jacques, qui est trésorier du Mouvement démocrate, président de l'IFED, membre du bureau exécutif du MODEM. Bienvenue Jean-Jacques. Siam Labiche, qui est deuxième adjointe au maire de Saint-Étienne, en charge de la politique de la ville, de l'éducation populaire, de la laïcité, des relations avec les cultes. Elle est aussi vice-présidente de Saint-Étienne Métropole et elle est présidente du MODEM de la Loire. Bienvenue Siam et merci de ta présence aussi. Et Jean-Marie Van Merenberg, qui est donc sénateur du Pas-de-Calais, rapporteur de la Commission des Affaires sociales au Sénat et vice-président du MODEM. Bienvenue Jean-Marie et merci de ta présence aussi. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je voulais adresser ma première question à Jean-Marie Van Merenberg. Je précise bien sûr que, chers internautes, vous pouvez poser vos questions, elles me seront relayées et je m'en ferai le relais auprès de nos invités. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous les attendons. Donc, ma première question à Jean-Marie Van Merenberg, en commençant avec un sujet qui a fait l'actualité au cours de cette crise, le grand âge. Jean-Marie, donc je le disais, tu es sénateur du Pas-de-Calais, tu es également rapporteur général de la Commission des Affaires sociales au Sénat, tu es également vice-président de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, tu as également été membre de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, ancien maire d'Arras, et donc tu as beaucoup réfléchi non seulement à la théorisation et la réflexion autour des politiques publiques, mais aussi leur mise en pratique sur un territoire. Donc Jean-Marie, on a bien vu que la crise du Covid avait jeté une lumière crue sur la solitude des personnes âgées, avec les enjeux autour des visites familiales, des aidants, du maintien à domicile. On a tous vécu cette difficulté à être éloignés de nos grands-parents, de nos proches, et la difficulté aussi pour eux d'être éloignés de nous. Donc le MODEM avait activement participé en juin dernier à la création d'une 5e branche autonomie à la sécurité sociale qui était justement dédiée à la prise en charge des personnes en situation de dépendance. Et on le sait, ces dépenses liées à la dépendance vont considérablement augmenter dans les prochaines années. Et on en parlait en préparant cette table ronde, il reste du chemin à parcourir. Donc la question que je voulais te poser, c'est comment financer cette solidarité intergénérationnelle, cette solidarité qu'on doit à nos aînés. Quelles pistes sont à l'étude avec les partenaires sociaux? Et peut-être plus généralement, est-ce que tu peux nous éclairer sur les enjeux de la création de cette 5e branche? À toi, Jean-Marie. Alors Jean-Marie, moi je ne t'entends pas, j'espère que tout le monde t'entend. Je n'entends pas Jean-Marie. Tu m'entends pas? Je t'entends, parfait. Ouais. Tu m'entends? Bon, bah écoute, excuse-moi, c'était pourtant branché. Mystère. Bon, je voulais te remercier effectivement de lancer cette question en saluant l'initiative à la fois gouvernementale et parlementaire. Moi, je souligne effectivement que les parlementaires, c'est eux qui ont pris la décision de créer la 5e branche.
à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat, nous l'avons effectivement soutenu. Ce qui avait été décidé par le gouvernement, c'était de flécher effectivement dans les budgets de la sécurité sociale le cinquième risque. Mais là, la décision qui est fondamentale, c'est la création d'une branche, une cinquième branche de la sécurité sociale concernant effectivement l'autonomie des personnes âgées, mais aussi du handicap. Donc, je crois que c'est le premier point. Depuis une vingtaine d'années, tous les gouvernements ont dit qu'il était nécessaire de créer cette cinquième branche, mais ils ne l'ont jamais fait, pour des raisons, évidemment, financières pour l'essentiel. Comment financer cette cinquième branche de la sécurité sociale? Actuellement, dans les budgets de l'assurance maladie, dans le budget, je dirais, de la sécurité sociale, on a fléché 27 milliards. C'est nécessaire, bien sûr, mais insuffisant. Donc intervient en parallèle, en complément, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, et je dirais que ces différents aspects qui ont été, qui sont effectivement importants, doivent être aujourd'hui regardés à la lueur du rapport de M. Libaud, qui prévoit qu'il faudra augmenter le budget qui est de 27, mais beaucoup plus important avec les fonds complémentaires des différentes branches, autres branches de la sécurité sociale, qui sont évaluées à 60 milliards. Donc il va falloir effectivement apporter un complément qui est aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu, c'est environ de 6 à 8 milliards d'ici 2030. Voilà. Je reviendrai sur ces questions, si vous me permettez, un peu plus tard, parce que là, je dois m'interrompre pour une raison plutôt matérielle et personnelle. Merci. Eh bien, tu nous donnes en tout cas le début de la réponse et on t'en remercie beaucoup. Et effectivement, c'est un chantier passionnant, compliqué et en même temps fondamental. Et donc, effectivement, on y reviendra et j'imagine le grand âge, bien sûr, est un chantier fondamental et donc on y reviendra au cours de nos débats. Alors, je vais me tourner maintenant vers Jean-Jacques Gégou. On a commencé à évoquer le grand âge et on a évoqué la question de cette cinquième branche. Les liens qui nous unissent, c'est aussi une affaire de redistribution de richesse. Et on en parlait en préparant cette table ronde. Les politiques sociales, elles sont efficaces quand elles réduisent les inégalités. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'INSEE, le taux de pauvreté en France est de 14,8% et en augmentation. Et il concerne près de 10 millions de personnes en France aujourd'hui. La pauvreté concerne aujourd'hui près de 10 millions de personnes en France. Et bien sûr, nous, au Modem, on est très sensibles à ces questions et pour autant, on voit que malgré tout ce qu'on peut chercher à mettre en œuvre, eh bien, on a des difficultés à réduire cette pauvreté. Je vais m'appuyer sur Bertrand Badré, ancien numéro 2 de la Banque mondiale, qui était intervenu lors de nos grands débats au Modem, qui vient de sortir un ouvrage « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?», dans lequel il met en garde le président Macron justement contre l'explosion des inégalités et le déclin des classes moyennes. Et je le rappelle avant d'arriver à ma question, aujourd'hui en France, il faut avoir en tête que près d'un enfant sur 5 vit en situation de pauvreté, en particulier dans les familles monoparentales. Et donc, Jean-Jacques, la question que je voulais te poser, comment expliquer qu'un pays qui redistribue autant les richesses ne parvienne pas à faire diminuer la pauvreté? Jean-Jacques, si tu peux nous apporter un éclairage sur ce sujet. Oui. Alors, oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi, je n'ai pas entendu le moindre mot de mon ami Jean-Marie Vanderenberg. J'espère que je suis audible pour chacun d'entre vous. La question que pose Alice, c'est quand même, je n'ai pas la prétention d'apporter en quelques minutes une réponse, mais c'est un fait. Je crois qu'elle donnait les chiffres tout à l'heure sur les 14% de pauvres dans ce pays, ce qui est absolument intolérable.
Mais je crois aussi qu'il faut dire que nous sommes le pays qui redistribuons le plus de richesses, c'est-à-dire 60% des richesses produites par le pays sont redistribuées. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi une telle inefficacité finalement, parce que ceci brasse un certain nombre de dizaines, voire de centaines de milliards, et on peut se poser la question que, alors que notre système social qui est de solidarité, qui a été organisé déjà maintenant il y a un certain nombre d'années, puisqu'il s'agit du programme du Conseil national de la résistance, qui a été en 1945 mis en place et sur lequel nous sommes toujours régis finalement. On n'en parle pas souvent, on a souvent rajouté un certain nombre de millefeuilles, comme on dit, en matière de droits, d'avantages. On a réduit le départ à la retraite. On a un système de retraite qui est certainement l'un des plus généreux au monde. On a un système de santé qui est encore l'un des plus efficaces, même si à l'occasion de la pandémie que nous connaissons, nous avons connue dans la première vague et que nous semblons devoir encore reconnaître dans les prochaines semaines, il a des insuffisances, mais il reste l'un des meilleurs au monde. Alors, je crois que nous avons une exigence que nous n'avons pas toujours la possibilité de réaliser, parce que nous sommes dans un pays qui connaît beaucoup d'élections, quelquefois certains pourraient dire beaucoup trop. Il n'y a pas une année, pratiquement, où sont très rares, où on ne renouvelle pas tel ou tel, que ce soit bien sûr l'élection présidentielle maintenant tous les 5 ans, ou les législatives qui y sont attachées, ou les élections locales. Il y a donc certainement de ce fait une appétence à pratiquer des réformes, voire même à essayer de valider l'efficacité des sommes dépensées. Je crois que je me doute, connaissant bien Jean-Marie et sa compétence en la matière, puisque rapporteur général du PLFSS, c'est un poste extrêmement important et il a une vision globale des choses. J'ai moi-même été, il y a quelques années, rapporteur du budget de la santé au Sénat aussi et rapporteur pour avis du PLFSS. On voit bien tout de même, chaque fois que l'on veut mettre en place de nouvelles dispositions, la quantité d'argent qu'il faut. Et en plus, l'argent est rare maintenant. Et on parlait tout à l'heure de la 5e branche. La 5e branche est indispensable, mais aujourd'hui, on a encore des pistes qui ne sont pas bien définies pour savoir si on va travailler un jour de plus, un jour férié de plus par exemple, ou s'il va falloir augmenter les retraites, la CSG pour les retraités, voire augmenter globalement la CSG. Toutes ces questions, bien sûr, sont éminemment politiques, même si le principe, comme tu le rappelais Alice, de la solidarité, de l'histoire de notre pays, de l'humanisme, du lien qu'il y a entre les générations, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de maintenir des équilibres ou même des capacités de financement. Et il va falloir en tout cas que l'on puisse expertiser beaucoup mieux l'efficacité des actions qui sont menées. C'est une de nos faiblesses, je crois, dans ce pays. Quelquefois, il y a aussi je ne dirais pas des solidarités excessives, mais je donnerais qu'un seul exemple, puisque j'ai été maire pendant près de 31 ans, je vois bien aujourd'hui la démagogie des élus, quelquefois qui n'osent pas dire quel est le coût réel, par exemple, de la petite enfance, avec les crèches, du centre de loisirs, de la restauration scolaire. Tout ceci coûte énormément d'argent et tout le monde pense que c'est normal et que c'est une solidarité évidente sans en connaître réellement le coût. D'ailleurs, quelquefois, des villes ont du mal à l'estimer elles-mêmes. Donc, et d'ailleurs, il y a une nécessité au moins de donner des priorités. On parlait bien sûr de la dépendance qui est un vrai problème, mais il y a d'autres problèmes qu'il faut qu'on évalue et qu'on soit en capacité de continuer à financer, faute de quoi notre société ne pourra pas continuer à être l'image du thème qui nous réunit ce matin sur les liens qui nous unissent.
Et d'ailleurs, merci beaucoup Jean-Jacques. Je rebondis sur ce que tu dis. En effet, tu évoquais la question de la démagogie en disant souvent on n'explique pas suffisamment à nos concitoyens le coût des choses. Et c'est vrai, également en tant qu'élu local, je vois bien que quand on paye tel tarif à la crèche, en réalité, pour la collectivité, c'est beaucoup plus. Or, les concitoyens ne le savent pas toujours. Et j'allais reprendre le terme de démagogie puisque nos oppositions, et je vois que Jean-Marie Van Lerenberg est revenu justement sur cette question de la création de la 5e branche, nos oppositions ont pu nous taxer de démagogie justement en disant en substance vous êtes bien gentil de créer cette branche, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à ne être incapable de financer, et donc est-ce que c'est pas un petit peu démagogique et peut-être alors, je vois que Jean-Marie Van Lerenberg est revenu. Peut-être avant de passer effectivement à d'autres sujets de débat sur le grand âge, je me fais l'écho de questions de nos internautes. Nous avons Pierre qui nous demande justement sur le grand âge, face au vieillissement de la population, ne faut-il pas un autre modèle que les EHPAD pour permettre à nos anciens de vivre chez eux ou dans des lieux partagés avec d'autres générations? Qu'est-il prévu pour les aidants familiaux et aussi pour tout ce qui permet le maintien à domicile? Ça, c'est Judith. Peut-être Jean-Jacques, Jean-Marie, et ensuite je passerai la parole à d'autres. Si tu peux nous éclairer sur justement, au-delà de cette 5e branche, comment on se projette pour mieux accompagner nos aînés dans les années qui viennent? Oui, ben, je pense que c'est le véritable enjeu. Au-delà des aspects financiers, vous m'excuserez tout à l'heure d'avoir interrompu mon explication, on pourra y revenir plus complètement plus tard. C'est pas, à mon sens, l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Je crois qu'aujourd'hui, la demande majoritaire des personnes âgées, c'est de rester à domicile. Et malheureusement, aujourd'hui, les conditions pour le maintien à domicile ne sont pas tout à fait réunies. Elles sont insuffisantes en tous les cas. Il y a effectivement, et j'utilise personnellement chez moi les soins, effectivement, pour des soins à mon épouse, une association. Je vois bien effectivement le dévouement extrême de ces personnes qui travaillent à domicile, mais aussi l'insuffisance de ces moyens et surtout je dirais la non-reconnaissance. Elles sont très mal payées. Ce sont pour l'essentiel à 98% des femmes et elles sont très mal payées. D'ailleurs, on a vu avec le Covid qu'on avait oublié complètement. J'ai dû intervenir X et X fois pour que le Premier ministre prenne en compte effectivement la prime pour les soignants à domicile. Donc, l'enjeu, il est là. Alors, il va falloir financer l'aide à domicile, qui peut être d'ailleurs moins coûteuse que l'EHPAD, et surtout beaucoup plus, je dirais, rassurante, à une condition, c'est qu'on arrive à vaincre la solitude. Parce que le risque, il est là. C'est que vous êtes à domicile, mais si vous n'êtes plus tout à fait autonome, vous êtes cloué dans votre domicile, sans contact avec l'extérieur. Donc voilà, il faut trouver un substitut à l'EHPAD, qui est une sorte d'enfermement, parfois absolument nécessaire pour des personnes qui sont véritablement en manque total d'autonomie et qui sont dépendantes sur le plan médical, mais il faut trouver des solutions pour accompagner à domicile les personnes âgées. Je crois que c'est ça, c'est un changement de paradigme qui doit s'opérer et qui doit parfaitement s'intégrer dans la future loi autonomie. Merci beaucoup Jean-Marie. Alors, effectivement, là, on a pris le temps d'échanger sur le grand âge. Et je note la remarque d'un de nos internautes, Jean-Paul, qui nous dit « Nous n'avons plus de vue d'ensemble de la société, chacun voit midi à sa porte ». Et effectivement, il y a peut-être un enjeu, et on l'évoquait aussi, de comment on fait société tous ensemble. Et pour aborder une autre
un autre volet de la solidarité. Je vais me tourner vers Laurence Farang, parce que Laurence qui est membre donc de la commission éducation culture au Parlement européen et qui a beaucoup travaillé sur les questions de jeunesse. Et donc, la question que je vais te poser, Laurence, après la crise du Covid, le gouvernement a tourné une grande partie de ses actions envers la jeunesse, la formation, l'emploi, le service civique, le service national universel. Et Laurence, toi qui sièges au Parlement européen, tu peux aussi nous aider à prendre un peu de hauteur, élargir la focale et essayer de comprendre plus généralement comment est-ce que l'Union européenne elle a réfléchi à cette question de l'aide à la jeunesse qui a été impactée dans toute l'Europe. Et du coup, est-ce que cette crise, d'une certaine manière, elle ne peut pas constituer une opportunité pour que l'Europe fasse preuve de plus d'audace vis-à-vis de la jeunesse? Et est-ce que tu peux nous éclairer, Laurence, sur comment l'Europe essaie de rendre le tout cohérent entre les différents plans que cherchent à mettre en œuvre les pays? Comment est-ce que on essaie de maintenir aussi un socle européen? Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Alice pour ton travail ardu et matinal. Alors c'est vrai que moi je parle peut-être de l'échelle la plus éloignée a priori de la dimension de proximité et solidarité, la dimension européenne. Et pourtant c'est vrai qu'à l'échelle européenne, cette crise, elle s'est soldée dans notre ensemble politique par une première historique qui était la véritable solidarité entre les États membres, puisque nous avons mutualisé entre 27 États un emprunt destiné à faire face à la crise, et au-delà de cet emprunt et de ces investissements d'avenir, on a mutualisé un projet. Donc c'est en soi un acte de solidarité, une première qui n'était même pas arrivée lors de la crise financière de 2008. Et ce qu'on peut noter, c'est que cet élan de solidarité, il a un nom, il s'appelle, en bon globish européen, Next Generation EU, c'est-à-dire qu'il est conçu pour une nouvelle génération d'Europe, mais surtout pour les jeunes générations d'Européennes et d'Européens. Alors, quand tu dis comment est-ce que ça nourrit, comment ça fédère, comment ça cimente les plans nationaux de relance, eh bien, je dirais que c'est au travers des grands objectifs qu'il y a dans ces plans, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est beaucoup, c'est ce que le regret que j'ai, on est beaucoup enseveli par des annonces en espèces sonnantes et trébuchantes de milliards. Là, c'est 750 milliards pour ce plan européen qui va être répartis sous forme de prêts ou de subventions dans les différents États membres. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces milliards? Et comment on donne une âme à ces milliards, comme je dis souvent? Alors, dans ce qui a été dressé, ce qui s'est construit dans l'action du Parlement européen, puisqu'on a été très initiateur de cette réflexion, validée par les chefs d'État et mis en musique, je dirais, par la Commission européenne, eh bien, il y a deux grandes perspectives qui sont en soi des lignes, je dirais, des guides pour les générations, pour les jeunes aujourd'hui. La première, bien sûr, c'est la transition écologique, pour répondre à la fois à une nécessité et à ce climat d'inquiétude qu'il y a chez les jeunes, qui est tout à fait justifié. Donc, cette question de la transition écologique, puisque 30% de ce plan de relance sera destiné à des investissements dans la transition écologique. Et la deuxième dimension, c'est la transition numérique. Donc là, on touche du doigt, mais en fait, finalement, ce qu'on a vécu tout au long de ce confinement, à la fois la nécessité de ces technologies numériques pour nous rapprocher aussi, pour créer du lien. Par ailleurs, des grandes questions d'inégalité, de disparité. Et puis ensuite, bien sûr, la compétitivité de notre continent face à la concurrence des GAFA, face à la concurrence de la Chine et toutes ces choses-là. Donc, tout ça, on dit finalement aux jeunes, il y a ce projet d'avenir, et ce projet d'avenir, il faut que vous l'accapariez. Donc, ça veut dire nouvelles compétences, donc éducation, formation, nouvelles façons de vivre et de travailler, bien sûr, et qui posent aussi, bien sûr, les questions de comment on continue à créer du lien entre nous. Donc, moi, oui.
Je t'écoute. Oui, je disais effectivement, pour ceux qui nous suivent, il y a un léger décalage dans nos interventions, donc ça peut expliquer le petit décalage entre nous. Je disais, la jeunesse, elle est à la charnière des transitions écologiques et numériques, et effectivement, comme tu le disais, il faut qu'elle fasse sienne toutes ces mesures. C'est un peu ça l'idée? L'idée, c'est de dire d'abord, comme toujours, les transitions, elles se feront pas sans inclure tout le monde. Et donc, cette dimension sociale, elle est tout à fait clé. Et c'est là que j'allais arriver au plan national. Le plan national, il est tout à fait, il inclut cette chose-là, puisqu'on dit on va favoriser et on va pousser le premier emploi, on va pousser les questions d'apprentissage. Donc ça, c'est tout à fait clé d'emmener tout le monde dans cette période de crise déjà, en apportant du soutien, mais aussi en formant et en apportant à tout le monde une solution pour qu'il n'y ait pas 800 000 jeunes qui cette année vont rester sur le bas-côté parce que quel que soit leur niveau, ils seront sans emploi. Mais je veux dire aussi qu'il y a une dimension filet de sécurité qui est très importante pour embarquer les jeunes, puisque l'Europe, elle mobilise un grand programme qui est la garantie jeunesse, qui a été encore très abondé en mai 2020 pour faire face à toutes ces questions, qui est redistribué aussi vers les États membres. Et puis, il y a un autre projet qui est très important, et là, on recule de quelques générations, qui est le grand projet d'une garantie enfant, parce que tu parlais de la pauvreté à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe, c'est 25% des enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui ont un besoin accru d'assurance sociale et d'éducation. Voilà, ça, c'est des points très importants. C'est à la fois cette projection dans un avenir qui reste à inventer et des opportunités pour les jeunes. Il ne faut pas dire que cette crise, elle est sans espoir. Il y a un après, mais cette dimension d'aide et de solidarité permanente parce qu'on a ces points de danger, de risque de se perdre. Et notre mouvement, il a des grandes responsabilités pour assurer cette cohésion sociale et pour s'y engager. Puis, je voulais juste conclure mon intervention, en effet, vue de l'Europe, donc peut-être un peu loin sur la dimension humaine aussi qui nous est chère, puisque ces nouvelles façons d'être, de vivre, d'avoir des nouvelles activités, elles vont nous amener à être sans doute plus mobiles. Peut-être qu'on aura la chance de vivre davantage où on veut, mais il y aura toujours la question de la création de liens. Et à ce titre, je voulais dire l'importance de l'éducation, des échanges et de la culture. Alors, Jean-Jacques Ayagon est avec nous et je suis sûre qu'il va en parler énormément, mais comment on crée ce qui nous lie. Et je vais conclure par ça. Moi, à l'échelle européenne, je travaille sur le programme Erasmus+, et on sent que cette question, voilà, de partager à tous les niveaux des expériences, il est important, et que ce programme Erasmus+, il a l'ambition dans les 7 ans à venir d'être encore plus ouvert à tous les jeunes, quel que soit leur niveau, donc pour apporter cette connaissance du monde, ces échanges et cette formation, et avoir cette égalité face aux nouvelles perspectives. Voilà sur cette première partie de ma réponse. Merci beaucoup, Laurence, merci. Et avant de me tourner, effectivement, tu disais à juste titre, tu évoquais, Laurence, à juste titre, la question de comment créer ce qui nous lie. Et effectivement, on va parler de culture, mais je voulais juste avant, avec Jean-Jacques Ayagon, bien sûr, mais je voulais juste avant relever une intervention d'un internaute, Raphaël, qui nous dit, et je trouvais ça intéressant par rapport à ce que disaient Jean-Jacques Gégou et Jean-Marie Van Merenberg juste avant. Raphaël qui nous dit « Bonjour, je suis toujours inquiet en entendant que l'on souhaite augmenter les budgets pour essayer de satisfaire les besoins de solidarité. Par nature, dit-il, dans ce domaine, les besoins sont illimités. Ne serait-il pas raisonnable de fixer un socle minimum financé par la solidarité nationale et aider à la professionnalisation des bénévoles ?» Alors là, c'est intéressant, je trouve, parce qu'en effet, en matière de solidarité, potentiellement, c'est sans fin. Peut-être, Jean-Jacques Gégou, si tu as une réaction à ça, et je passe ensuite la parole à Jean-Jacques Ayago. Jean-Jacques, il faut mettre ton micro. Ouais, très bien. Mais mon micro est mis, moi je suis. Très bien.
Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui. Oui, bah écoutez, la question de l'internaute est frappée au coin du bon sens, mais il y a une existence déjà, et Jean-Marie le sait parfaitement, ça s'appelle l'ONDAM, c'est un indice qui est fixé en matière de dépenses sociales, par exemple, mais qui augmente au minimum et qui est fixé par le gouvernement au moment de la loi budgétaire. Mais tout ceci ne tient pas compte car si on fait varier un tant soit peu la dépense, même de façon minime, on ne sait toujours pas si on peut équilibrer les dépenses. C'est un peu technique et je ne voudrais pas ennuyer tout le monde, mais en tout cas, la question est pertinente. La réalisation est très difficile parce que souvent, eh bien, c'est un peu à tiroir ouvert. Le déficit de la sécurité sociale, qui est actuellement, mais ça Jean-Marie pourra le fixer mieux que moi, mais autour de 130 ou 150 milliards, et surtout avec le Covid depuis le début de cette année. En tout cas, c'est une question qui reste pendante et qui n'est pas facile à résoudre. Merci beaucoup, Jean-Jacques Gégou. Je me tourne maintenant vers Jean-Jacques Ayagon, puisque effectivement, les liens qui nous unissent, c'est aussi une affaire de culture. On a vécu des temps, disons, particuliers en matière d'accès à la culture ces derniers mois. On évoquait cela ensemble, Jean-Jacques, en préparant cette table ronde. Tu disais que de ton point de vue, donc Jean-Jacques, que je présente à nouveau, ancien ministre de la Culture et également aujourd'hui conseiller municipal de Plougasnou, donc solidement ancré en Bretagne. Et Jean-Jacques, tu le disais, paradoxalement, on n'a jamais autant eu accès à des contenus culturels qu'aujourd'hui. Ces contenus qui permettent justement de nous élever, de renforcer finalement notre sentiment d'appartenance à un pays, à un continent. Et pour autant, il y a un sujet intéressant que tu mentionnais lorsqu'on préparait cette table ronde. Les liens qui nous unissent, ils sont finalement aussi assez virtuels. Par exemple, pendant la crise, il y a eu beaucoup de cours à distance, de contenus à distance, et ça a souligné l'idée que les territoires étaient inégalement dotés. Ça souligne donc l'enjeu de l'accès à la couverture des territoires en téléphonie, en Internet. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage et ton expertise sur ces enjeux, Jean-Jacques? Alice, tout d'abord, bonjour. Bonjour également à tous nos amis, tous nos collègues. La culture, c'est une affaire de lien par excellence. Parce que qu'est-ce que c'est que la culture, sinon un ensemble d'idées, de valeurs, de pratiques, d'objets, des monuments par exemple, ou des œuvres dans lesquelles une civilisation, un ensemble humain se reconnaît et un ensemble donc d'idées, de valeurs, etc., qui sont partagées. L'un des problèmes de la situation actuelle de notre monde, c'est que les sociétés sont beaucoup plus fractionnées, sont beaucoup plus divisées, sont beaucoup moins homogènes qu'en d'autres temps. Donc on a parfois l'impression d'une sorte d'affaiblissement justement du lien culturel. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que les politiques publiques en faveur de la culture, que ce soit les politiques de l'État, les politiques des collectivités locales, avaient pour mission essentielle de faire en sorte que ce qui est spontanément désiré par certains devienne désirable par tous et soit partagé par tous. Alors en effet, pendant longtemps, la question du partage de la culture s'est posée dans des termes classiques, dans des termes conventionnels, historiquement conventionnels. Il fallait qu'il y ait partout des musées, des théâtres, qu'il y ait partout des bibliothèques, des conservatoires, donc des lieux à la fois de fabrication et de consommation, entre guillemets, de la culture, ou de partage de la culture. Le mot est plus adapté. Aujourd'hui, la téléphonie, Internet font qu'il y a d'autres voies, d'autres canaux également de diffusion et de partage de la culture. On l'a vu pendant la terrible période du confinement, quand chacun était obligé de rester chez soi, en tout cas dans un cercle géographique extrêmement limité, où les lieux de culture ont été fermés. Pendant cette période, la possibilité d'entendre de la musique,
d'accéder à des idées, de voir des œuvres, a été médiatisé par les nouveaux moyens de la communication, les moyens contemporains de la communication, d'où le caractère très aigu de la question de l'égale couverture du territoire, de façon à ce que, en matière, par exemple, d'enseignement virtuel, hein, il n'y ait pas la situation de ceux dans les villes qui pourront accéder facilement à cette pratique de l'enseignement et ceux qui se trouvent dans des conditions géographiques ou techniques plus érodées et qui ne pourront pas le faire. Bon, cela recoupe également naturellement la question finalement du contexte social dans lequel ces pratiques s'exercent. Là aussi, s'il y a des fractures territoriales, il y a également des fractures sociales. Certains milieux sociaux sont plus appropriés à ce partage facile de la culture, soit la culture dans sa réalité sensible, dans sa réalité physique quasiment, aller au concert, aller au musée, mais également se pose la question naturellement de l'accès virtuel. Là aussi, les fractures sociales font qu'il est plus aisé, plus spontané, plus facile de le faire dans certains contextes sociaux que dans d'autres, d'où la question naturellement de l'objectif de démocratisation culturelle qu'on se fixe et que se sont fixés tous les gouvernements, tous les ministres de la culture. C'est l'un des grands thèmes des politiques culturelles que celui de la démocratisation culturelle, mais c'est un thème vraiment essentiel. Il se pose aujourd'hui dans d'autres termes où il pouvait se poser à l'époque de Malraux, il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 40 ans, mais l'exercice est passionnant. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ces premiers éléments de réponse. Et d'ailleurs, je me tourne à nouveau vers Laurence Farang, puisque Laurence, on en parlait hier, tu as activement participé à la sortie d'une résolution européenne sur le plan de la relance culturelle de l'Europe. Et Jean-Jacques le disait fort justement, la culture, c'est un lien par excellence entre nous. Et je pense que Laurence, tu partages complètement cette analyse. Et donc, tu as été avec un certain nombre de députés européens en pointe pour alerter la Commission européenne en disant « Attention, ne négligez pas le secteur culturel parce que c'est aussi ça qui nous permettra de maintenir les liens entre nous. » Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr, c'est le constat de ce que rappelait Jean-Jacques Ayagon, c'est-à-dire que cette période de confinement, elle a permis une expression culturelle et je dirais un partage très généreux des artistes qui ont mis en ligne gratuitement la musique, les œuvres, des concerts chez eux, etc. et qui ont finalement contribué à tenir le moral des troupes dans ce moment très difficile. Et puis une réalité économique parce que ils ont fait ça pour zéro. Par ailleurs, leur secteur a été le premier à fermer et on dit dernier à ouvrir et ils sont toujours dans cette difficulté. Dans le même temps, on a vu que toutes les plateformes VOD américaines ont fait des chiffres absolument colossaux. Or, ils vivent avec la production des artistes. Donc, en effet, le constat était très simple. On dit l'Europe met 750 milliards sur la table. Eh bien, on veut que ces 750 milliards, ils soient aussi fléchés vers des secteurs particuliers qui ont fortement souffert, qui sont clés en effet, dans cette notion d'identité, de lien, et qui contribuent en plus à notre économie, que ce soit celle du tourisme en particulier. On est aujourd'hui dans les journées européennes du patrimoine. On sait très bien combien le patrimoine est clé pour faire vivre l'économie des plus petites dimensions territoriales. Aujourd'hui, il y aura plein de gens qui vont visiter des châteaux, des églises dans les villages, mais pour autant, voilà, tout cet ensemble, ce qui nous fait communauté, est dans un grand désarroi économique. Donc, en effet, merci de le souligner. Le Parlement européen a voté à une large majorité une résolution. Une résolution, c'est un texte non contraignant, mais c'est une volonté politique pour dire il faut sauver notre culture et lui assurer une rémunération juste. Voilà très, très rapidement le sens de cette action. Merci beaucoup Laurence, et pour plus d'informations, celles et ceux que ça intéresse peuvent aller voir bien sûr sur le site de la Commission européenne et du Parlement européen.
Alors, je vais me tourner maintenant vers Siam Labiche, parce que au MODEM, on a la chance d'avoir des élus locaux très impliqués sur leur territoire et très actifs pour porter nos valeurs. Siam, tu es chargé de la politique de la ville, de l'éducation populaire et à l'agglomération de Saint-Étienne de la cohésion sociale. On a évoqué avec nos 4 intervenants un certain nombre d'enjeux très importants, les aidants, les personnes âgées, le lien entre générations, l'accès à la culture pour tous. Est-ce que toi, Siam, qui est impliqué dans une grande ville, hein, Saint-Étienne, c'est 115 000 habitants, c'est pas rien, est-ce que tu peux éclairer nos téléspectateurs sur la manière dont, dans une ville comme Saint-Étienne, vous essayez d'unir les générations, de lutter contre l'isolement des aînés, mais l'isolement plus généralement de tous, hein, les intervenants le rappelaient, ce qui isole, enfin l'isolement, ça peut tuer à la fin. Alors comment on fait pour lutter contre ça? Comment est-ce qu'on fait cohésion sociale en ces temps difficiles? Est-ce que tu peux, Siam, nous donner quelques exemples concrets de ce que vous mettez en œuvre à Saint-Étienne? Alors Siam, pour l'instant, on ne t'entend pas. Vas-y. Alors, le son va arriver. Alors, on n'entend pas Siam. Alors, on n'entend pas Siam. Alors, en attendant que le son revienne pour Siam, si la régie peut nous y aider, parce que j'avais vraiment envie de la faire intervenir. Siam, on ne t'entend pas, je suis désolée, mais ça va être résolu très rapidement. Peut-être Jean-Jacques Ayagon, du coup, un exemple de politique intergénérationnelle en Bretagne, là où tu es élu. Et je repasse ensuite la parole à Siam. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Laurence à propos justement du lien et de la prise de responsabilité de l'Union européenne à l'égard de la culture. Une prise de responsabilité extrêmement progressive, mais que j'espère plus accentuée au cours des prochaines années. L'Europe est par excellence un territoire de culture à la fois partagée et fractionnée. Donc je crois que le but des politiques culturelles, si on veut construire l'Europe, c'est justement de faire en sorte qu'à travers des initiatives de plus en plus nombreuses, Arte par exemple en est une, les Européens aient le sentiment de partager un patrimoine et un avenir culturel commun. Alors sur la possibilité pour la culture d'être un ciment des liens intergénérationnels, justement la période récente, dans la mesure où elle a parfois limité l'ambition des festivals locaux, a également incité ceux qui en sont les animateurs à prendre des initiatives extrêmement intéressantes. Ici, à Plouganou, par exemple, l'été se déroule un tout petit festival extrêmement sympathique qui s'appelle le festival La Pile d'Assiettes. C'est le nom de l'un des bancs de rochers au large de Plouganou. Et cette année, le festival ne pouvant pas, pour des mesures de raisons sanitaires, se tenir en un seul lieu et accueillir beaucoup de monde, ce festival, c'est sur un véhicule agricole déplacé dans les différentes parties de la commune. Et c'est notamment installé au foyer logement, donc là où se trouvent des personnes plus âgées que nous, ou parfois d'ailleurs de mon âge, mais qui ont été tout particulièrement atteintes par l'isolement qu'a imposé le confinement. Et j'étais pour ma part extrêmement ému, extrêmement impressionné par la capacité de jeunes artistes, de jeunes musiciens, de jeunes comédiens, finalement de se mettre de plein pied avec des spectateurs inhabituels, des spectateurs beaucoup plus âgés que... Ça a créé un moment d'intensité, de partage culturel très à la fois émouvant, s'agissant des sentiments qu'on peut éprouver, et je crois également extrêmement encourageant pour l'avenir justement de toutes les initiatives de partage de la culture. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cet exemple effectivement très très émouvant et qui illustre très bien le propos que nous développions à l'instant. Alors on a retrouvé Siam, je crois. Siam, si tu nous entends, c'est à toi.
pour d'autres exemples à Saint-Étienne? Siam, tu n'as pas l'air de... Tu nous entends? Siam, nous n'entendons pas Siam. Aïe. J'essaie de voir si la technique résout le problème. Bon, alors je vais du coup... Siam, tu nous entends? Allô? Vous Oui. m'entendez? Vous m'entendez? Si, on t'entend, vas-y. Non. Bon, merci à tous. Désolée pour cette difficulté. Merci Alice d'animer cette table ronde et qui est un sujet de société qui nous concerne tous. Alors aujourd'hui, on vit mieux, on vit plus longtemps, il faut le dire, et on peut constater que l'allongement de l'espérance de vie fait désormais cohabiter plusieurs générations. Sauf que certains ont la chance d'avoir une famille sur qui compter, qui leur apporte, on va dire, un havre de paix, beaucoup d'amour, et d'autres, malheureusement, qui n'ont pas ou qui n'ont plus cette chance d'avoir une famille et qui vivent au quotidien une solitude qui peut parfois leur être fatale et qui doit quand même interpeller les acteurs publics que nous sommes. La puissance publique, l'État et les collectivités locales doivent pallier cette carence quand celle-ci existe. On doit assumer ses responsabilités pour répondre à ces situations d'isolement. On doit mettre en place des politiques publiques avec pour objectif, je crois, le bien-être social de la population. Et en tant qu'élus, je crois que nous devons porter ce modèle de société qui tend à favoriser les démarches d'entraide, les liens intergénérationnels, une vraie solidarité de proximité avec des actions concrètes. Je crois que c'est l'une des voies qui nous, alors pas la seule, mais l'une des voies qui nous permettront de répondre aux enjeux de cohésion sociale et donner envie à l'ensemble de nos valeurs républicaines et notamment celle de la fraternité qui est si chère à notre mouvement. Alors, au-delà de la théorie, il y a la pratique, il y a l'action. Et c'est ce que nous devons encourager auprès de nos élus en charge des problématiques concernées, mais aussi auprès surtout des acteurs associatifs. Je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur les acteurs associatifs, sur l'éducation populaire, mais aussi sur les enfants de l'éducation nationale, afin de faire vivre des solutions au plus près des habitants. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Saint-Étienne depuis 2014 et qu'on nous allons amplifier parce que ça marche. Alors Saint-Étienne, c'est une ville de 174 000 habitants. Tu as dit tout à l'heure, Alice, 115 000. C'est 174 000 habitants. Avec 25% de la population qui a plus de 60 ans et presque 23% de la population qui a moins de 18 ans. Sachant qu'on trouve en plus de nombreux étudiants à Saint-Étienne. Et ces deux tranches d'âge sont donc importantes et le maire de Saint-Étienne, donc Gaël Perdriau, a très vite fait du bien grandir et du bien vieillir des priorités absolues du mandat où chacun, quel que soit son âge, devait trouver les moyens et les possibilités de s'épanouir. Alors concrètement, pour faire vivre cette cohésion sociale, il faut inscrire obligatoirement, c'est incontournable, l'intergénérationnel au cœur de nos différentes politiques publiques. En poursuivant 3 objectifs fondamentaux. Alors tu me dis, Alice, je peux les décliner. Tu peux nous donner peut-être... Je peux les décliner. Si tu me dis si... Et je vais donner des exemples. Oui, très bien. Vas-y. Alors, le premier objectif d'abord, pour nous et pour tous les élus, que ce soit les élus ou autres, c'est de lutter contre la solitude, contre l'isolement des personnes âgées, en mettant en place différentes actions. Alors, je vais donner juste 3 exemples et puis j'y reviendrai s'il y a des questions. On a mis en place, par exemple, à Saint-Étienne, le Pass Loisir Senior, qui est un dispositif qui offre 12 entrées à des activités sportives, culturelles ou de loisirs, un carnet qui a une valeur de 200 € et que nous proposons à 10 € pour les seniors les plus précaires. On a mis en place également le réseau des bénévoles, qui est une plateforme donc, qui met en connexion des jeunes avec des personnes âgées qui ont besoin de passer du temps avec d'autres. On a mis aussi en place des commissions bien vieillir tous les mois qui mettent autour de la table des habitants, des structures d'éducation populaire, des directeurs d'école ou tous les professionnels de la santé pour réfléchir à comment mieux accompagner les personnes qui sont isolées au sein de leur quartier. Le second objectif pour
pour chaque élu, c'est de garantir une connexion entre les deux générations, de créer des temps de rencontre où les deux parties vont apprendre à se connaître et donc, pour le coup, à se respecter. Les jeunes ne diront plus « Ah, ces vieux sont inutiles » ou les aînés ne diront plus « Ah, ces jeunes qui posent problème ». Je crois que c'est vraiment important. Je vais donner 3 exemples. Dans un quartier, à Saint-Étienne, il y a un cimetière. Dans ce quartier, pas dans le cimetière, il y a aussi des jeunes. Eh bien, les jeunes de ce quartier qui n'avaient jamais mis les pieds dans ce cimetière, dans le cadre d'un chantier éducatif organisé par le centre social, vont, le jour de la Toussaint, accueillir, accompagner et aider les personnes âgées à trouver une place de stationnement, à trouver la tombe dans le cimetière, parce que parfois, dans les grands cimetières, on s'y perd, à déposer les fleurs sur la tombe et à raccompagner à la sortie des aînés. Ça, c'est un exemple concret qui ne coûte absolument rien. Il y a d'autres initiatives qui sont portées essentiellement par les acteurs de l'éducation populaire, qu'en tant qu'élus, on doit soutenir très fortement. Ce sont tous ces temps de rencontre et de partage entre les centres de loisirs, les écoles et les maisons de retraite, qu'elles soient autonomie ou qu'elles soient EHPAD. Ce sont des initiatives en plus qui vont dans le sens des recommandations qui ont été formulées par Dominique Libaud dans son rapport sur la loi du grand âge qui a été remis au Premier ministre et qui insiste justement sur cette impérieuse nécessité de ne pas penser le bien vieillir uniquement sous l'angle de la prise en charge du soin, mais Dominique Libaud va soutenir, va défendre avec force que le lien social permet aux personnes âgées, quels qu'ils soient, mais notamment pour les plus dépendantes, à retrouver de la bonne humeur et donc va venir impacter leur santé. Le dernier exemple qui répond peut-être à l'une des questions des internautes, et j'ai oublié son prénom, c'est la construction à Saint-Étienne, à Valence et à Montpellier, et je crois qu'il y a d'autres villes aussi qui vont sur ce projet, la construction d'un village des aînés pour rompre avec la forme des EHPAD d'aujourd'hui. C'est une cité des aînés qui est ouverte sur le quartier et qui propose des parcours résidentiels, des personnes qui ont la possibilité de vivre à domicile et ensuite, selon leur santé, peuvent évoluer dans un EHPAD avec des services de proximité, restaurants, loisirs, le partage d'espaces pédagogiques avec des enfants, de la crèche et du centre de loisirs. Et je terminerai, et je ne serai pas plus longue, Alice, le dernier objectif, c'est de donner à chacun la possibilité de participer activement à la vie de la cité en créant, par exemple, nous, à Saint-Étienne, le conseil consultatif des enfants, le conseil consultatif des jeunes, le conseil consultatif des seniors, composé d'habitants divers et variés, dont sont nés de nombreux projets de nouvelles réalisations qui sont visibles sur l'espace public. Je donnerai juste un exemple. C'est la création d'un physioparc. On avait une place en plein milieu d'un quartier qui était entourée de nombreux logements, d'une école, de 2 centres de loisirs, d'une maison de retraite. Et sur cette place se déroulaient des activités que personne ne veut voir dans sa ville, pour faire court, trafic de drogue. Et grâce à la réflexion qui a été portée par le conseil consultatif des enfants et le conseil consultatif des seniors, on a créé, avec la participation du gérontopole de la région, un physioparc dans lequel les personnes âgées peuvent pratiquer une activité sportive sur des agrès réfléchis et construits par des designers. Les enfants peuvent jouer sur une aire de jeu installée par la mairie et les familles peuvent se retrouver dans des espaces conçus pour elles. Et par ce projet collaboratif, on a répondu finalement à 2 problématiques, celui de la tranquillité publique, en stoppant les nuisances, et celui de se faire rencontrer finalement plusieurs générations qui ne se côtoyaient pas auparavant. Alors j'ai d'autres exemples encore éloquents, mais je sais que je suis prise par le temps, juste pour dire que tout ça, ça a un coût, mais il faut l'assumer, ce sont des choix politiques. Et puis il y a des choses qui ne coûtent absolument rien, et c'est une volonté politique de la part des élus, mais surtout aussi des acteurs associatifs, de l'éducation populaire, des enseignants, des écoles, des maisons de retraite sur lesquelles il faut véritablement qu'on s'appuie. Merci Siam pour tout cet enthousiasme que tu nous transmets. Merci beaucoup Siam parce que c'est des exemples très concrets, c'est des exemples pour certains en effet qui ne coûtent rien et parfois
en tant qu'élu local et locaux, pardon, et je suis bien placée pour le savoir, c'est vrai que finalement il y a un certain nombre de choses qui coûtent peu de choses et qui nécessitent juste un peu d'énergie, de coordination. Et donc merci pour tous ces exemples inspirants, Siam. Je citerai un autre exemple avant d'arriver à la conclusion, car je dois rendre l'antenne. On peut citer également bien sûr le plan anti-solitude à Pau, qui dans le même esprit que ce que tu citais, Siam, a évidemment fait en sorte de mettre en lien et en interaction et en mouvement tous les acteurs de la ville et du monde associatif, etc., pour lutter contre la solitude. C'est effectivement un exemple éloquent, lui aussi. Alors, on arrive au terme de ce débat. Je dois rendre l'antenne car nous aurons ensuite Michel Barnier qui répondra à nos questions. Je voudrais remercier infiniment nos 5 intervenants pour leurs éclairages et leur participation qui nous ont permis d'aborder de très nombreux sujets. Et je remercie aussi, bien sûr, encore une fois et avec plaisir, merci à toute l'équipe du siège et à la régie technique qui a vraiment fait un travail remarquable. Vincent, Gina, Héloïse, Virginie, Alan, Caroline, Carole, Delphine, Philomena, Solène, Martin, Elisabeth, Marine, j'en oublie, tous les bénévoles qui ont fait un super boulot. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux débats au Mouvement démocrate. À bientôt.